Merci beaucoup, professeur. Alors, moi je vais franchir le pas de mon intervention d'aujourd'hui de manière un peu orthodoxe. Surtout, j'ai voulu presque dire, le docteur Yugo, c'est comme si Martin est venu hier me visiter à mon insu, et il m'a presque, entre guillemets, copié. Donc, j'ai utilisé l'intelligence artificielle. C'est ça, je constate. J'étais programmé. C'est ça. Mais étant donné que justement l'être humain a ce côté très imprévisible, je vais justement faire preuve d'imprévisibilité là tout de suite. Alors, nous allons faire passer d'abord une série d'images. Non pas celle-ci. Les images... Ah voilà. Nous allons faire passer une série d'images, soyez pas attentifs. Et la suivante. Voilà. Une suivante encore. Ok. Voilà. Pas très vite. Il faut laisser le temps genre de... Voilà. C'est bon? Vas-y. Bon, avance. C'est bon? Vas-y. C'est bon? Voilà. Voilà, c'est bon. Ok, avance encore. J'espère que c'est visible pour tout le monde. Ok, vas-y. Très bien, avance encore. Ok, avance. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon, maintenant avance encore, c'est bon. C'est bon. Voilà, c'est bon. Ok. Voilà. Bon, écoutez cette musique aussi. Ça va pas durer juste 2 ou 3 secondes. Ok, et regardez cette image de Oumyobé. Voilà, elle est en train de bouger. C'est une photo que tout le monde connaît. Mais le constat que vous faites, c'est que... Ah, il faut qu'on relance encore la vidéo là. Non. Ok, super. Voilà, alors, tout ce que vous venez de voir, ce sont mes œuvres à l'aide de l'intelligence artificielle. J'ai créé ces personnages, j'ai créé la musique à l'aide de l'intelligence artificielle, avec les paroles, tout ce que vous voyez. Alors, les musiques, déjà, il y a du lingala, il y a du fang, il y a du français, etc. Et puis, l'image de Oumyobé que vous voyez là, c'est une image que tout le monde a, je peux retrouver même n'importe où sur Internet. Et grâce à l'intelligence artificielle, j'ai pu faire bouger cette image de Oumyobé. Bon. Alors, tout ça nous ramène à quoi dans mon exposé? Ça nous ramène un peu à la transmédialité. Qu'est-ce que j'entends par transmédialité? La transmédialité ici renvoie à ce concept qui a été émis par Ronald Jenkins, qui met en avant, bon, certains doivent le connaître, hein, je ne prétends pas être ici en train de faire découvrir quelque chose à qui que ce soit, qui justement permet de mettre en évidence un récit unique, un narratif unique, mais qui se multiplie sur plusieurs plateformes. Ça peut être la musique, ça peut être la littérature, ça peut être les séries, ça peut être... S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez revenir à la toute première image, le schéma? Voilà, et rester là-dessus. Et alors ça renvoie donc un peu à, si vous voulez, cette dispersion, cette fausse dispersion qui en réalité est une dispersion unitaire, mais qui renvoie exactement à la même chose, c'est-à-dire un récit unique dans lequel on développe des sous-récits, des sous-narrations. Mais là où ça devient vraiment très intéressant, c'est que toute cette mécanique, si vous voulez, a un impact très important sur le cognitif, sur les imaginaires. On va prendre un exemple. L'exemple qui me semble le plus flagrant, c'est par exemple les univers Marvel, les univers des Seigneurs des Anneaux. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que, ok, nous avons des films, nous avons des figurines, nous avons des séries, nous avons des jeux vidéo, etc., des BD, etc. Ça se débute. Et moi, par exemple, ça fait presque 30-40 ans que je maîtrise l'univers Marvel. Tout petit, je lisais déjà Superman, Batman, etc., etc. Tout le reste qui concerne les Africains, là, je ne connaissais pas. Donc voilà avec quoi j'ai grandi. Et on se rend bien compte aujourd'hui que c'est un enjeu très important dans le cadre cognitif.
C'est très 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 important. Maintenant, je vais revenir à l'afro-fantasy. Pourquoi l'afro-fantasy? L'afro-fantasy, ça m'a un peu frappé parce que lorsque je regardais Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, et j'ai lu aussi les œuvres de Tolkien, enfin presque toutes les œuvres de Tolkien, et ensuite l'œuvre de, enfin le créateur de Game of Thrones, j'oublie son nom, ça m'échappe un peu. Alors lorsque lui aussi il est venu derrière les années 2000 avec Game of Thrones, et ça a fait un tabac dans le monde entier, mais je me suis posé une question toute simple, c'est que comment c'est possible que nous, on soit incapable de produire, ou du moins, je dirais même pas de produire, mais de massifier en fait la production de l'afro-fantasy. Je rappelle que, bon je n'ai pas sorti les chiffres, mais je rappelle que si on prend l'univers afro-fantasy en Occident, ça rapporte des milliards. Que ce soit en termes de films, de production cinématographique, de production littéraire, des jeux vidéo, j'en passe c'est les meilleurs. Donc, là on se retrouve donc face à quelque chose de très intéressant que j'avais déjà mis en avant lors du dernier colloque du Cervetola. C'est qu'il faut absolument construire, il faut que nous soyons capables. Bon, moi je ne dis pas que nous soyons obligés d'aller vers les autorités traditionnelles parce que l'être humain a une capacité d'imagination extraordinaire. Parce que lorsqu'on lit Tolkien, même si c'est vrai qu'il a utilisé certains matériaux, mais il a fait preuve d'une capacité d'imagination extraordinaire. Créer tout un monde, créer des peuples, les langues, etc. Je crois que nous en sommes capables. Et d'ailleurs, même depuis presque 2 ou 3 ans, je me suis lancé dans l'écriture de la littérature d'afro-fantasy. Pas qu'il n'y en ait pas, il y en a certains qui ont commencé déjà, mais ça manque de puissance, ça manque de massification et ça nous renvoie justement à la géostratégie cognitive qui ici devrait nous permettre de franchir le pas. Nous devons absolument concevoir le fait que dès aujourd'hui, plus que jamais, cette violence de l'imaginaire, même si ce n'est pas une violence physique ou alors au sens où on pourrait sentir la chose carrément sur sa peau, mais c'est une réalité. Nous consommons tout ce qui vient de l'Occident, mais l'afro-fantasy encore plus. Et c'est bien dommage parce que grâce à l'afro-fantasy, on peut se réapproprier à nouveau ou pour certains découvrir ce que pourrait être. Je ne dis pas que ça doit être du copier-coller parce que l'afro-fantasy, il y a une très grande part d'imagination, même si ça s'arc-boute sur des traditions moyenâgeuses et même antiques un peu occidentales. Et moi, je ne vais pas être très long sur mon propos parce que je préfère plutôt les échanges avec le public. Mais je dois d'ores et déjà dire que c'est très important que nous puissions nous engager, réfléchir, penser à construire une forme d'industrie qui soit capable justement de faire ce que j'appelle la transmédialité. Alors, lorsque vous voyez ce croquis, vous voyez très bien à quoi se représente l'écosystème transmédia afro-fantasy. Voilà, moi j'ai mis afro-fantasy. Vous voyez, il y a les livres, il y a la réalité virtuelle, les réseaux sociaux, les films, les séries télé, les podcasts, les bandes dessinées, les jeux vidéo. Grâce à tout cet écosystème, ça permet que les gens puissent chaque jour, de manière répétitive, être au contact de ces réalités, même si elles sont virtuelles, mais si elles sont africaines, si elles sont pensées du point de vue afro-centré, tout de suite, on n'aura plus nécessairement besoin d'aller consommer en premier lieu Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, etc. Et je dirais même que nous serions capables, parce que c'est ce que j'appelle la mise en action du choc. C'est-à-dire qu'il faut que nous soyons prêts à aller au choc, c'est-à-dire à retourner la situation, être capable d'aller au renversement, au retournement et au choc avec les autres, en leur proposant aussi, nous aussi quelque chose. Il faudrait que si on arrive en France, on arrive aux États-Unis, on découvre que, bon voilà, nous aussi, nos univers, afro-fantasy, etc., sont aussi consommés par eux. Et je conclue en disant que ça produit de l'emploi. Il y a de l'emploi derrière. Une telle industrie permet de, justement, non seulement de travailler cognitivement, mais même de manière concrète, on se retrouve aussi avec des emplois viables à la clé. Harry Potter, si je prends seulement cette œuvre, ce n'est pas seulement une œuvre littéraire, c'est une œuvre qui a été adaptée au cinéma, c'est une œuvre qui a créé des jeux vidéo, c'est une œuvre qui a une étendue transmédiatique et transmédiale terriblement importante. Nous sommes capables, je pense aussi, de faire pareil. Même si après, on dira la question des moyens, etc., comment ça se fait. Mais moi, je vous assure que moi, j'ai déjà pris le pas, j'ai déjà commencé à écrire mon œuvre d'afro-fantasy qui s'intitule La voix de la sauce jaune. Donc, j'espère que d'ici peut-être, je ne sais pas,
peut-être 1 ou 2 ans sera prêt. Après, on pourra se lancer sur des BD. Après. Et l'idée aussi, peut-être, Olivier Madiba, qui a été évoqué par Edouard. Olivier Madiba, il a créé un jeu vidéo. Il ne s'est pas arrêté là. Il a créé un support mobile de jeux vidéo qui revient aussi toujours sur l'air des corridors d'Orion. Et puis, il est en train de passer, il a signé un contrat avec une maison de production pour un film d'animation, toujours de l'ère des corridors d'Orion. Bon, je ne sais pas quand ça va sortir. Mais il a compris un peu déjà le truc transmédia qu'il faut mettre déjà en avant. Mais il est tout seul. Mais si on avait toute une industrie comme ça, qui s'arc-boute et qui justement suit ce schéma, je crois que on va quand même faire un pas en avant. Sur ce, je conclue mon propos et je vais remettre la parole à la modératrice, Madame Messina. Merci bien encore. Merci beaucoup.